Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à la première conférence en ligne des rendez-vous numériques, édition 2020, placée sous le thème Zoom sur la santé. Santé futée en ligne. Destiné au grand public, cet événement annuel vise à permettre aux participants de développer leur compréhension d'enjeux clés de l'univers numérique, de devenir mieux outillés pour participer à la société numérique et de tirer profit des services numériques qui leur sont offerts, dont les ressources numériques de BANQ. Je m'appelle Kendra Johnston et je suis bibliothécaire à la Grande Bibliothèque. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis en compagnie du Dr Pierre Pluy, professeur au département de médecine de famille à l'Université McGill, et de Vera Granikov, coordonnatrice de recherche et étudiante au doctorat en sciences de l'information, qui animeront la conférence aujourd'hui. Dr Pluy et Madame Granikov, je vous cède la parole. Nous allons vous présenter Santé futée en ligne, l'aide informationnelle en ligne sur la santé, elle. Nous n'avons, Vera et moi, aucun conflit d'intérêt déclaré puisque elle est une ressource académique libre et gratuite. Notre équipe, de gauche à droite, donc, vous connaissez Vera Granikov, qui je présente aujourd'hui, aussi Will El-Shourif, qui est une étudiante de doctorat, Carrie Dye et Virginie Paquet, qui sont respectivement étudiants en sciences de l'information à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Dans notre équipe, c'est le pouvoir d'agir des citoyens et citoyennes, leur autonomisation de la prise de décision informée en santé, qui demeure au cœur de notre mission. Donc, dans toute prise de décision en santé, d'abord, il y a l'information et la communication de cette information. Et éventuellement, quand il y a des incertitudes, ça va être une prise de décision partagée avec les cliniciens. Mais à la base, il doit y avoir une situation de prise de décision informée, quelle que soit la situation. L'objectif pour cette présentation aujourd'hui, c'est de découvrir un site internet, donc aide informationnelle en ligne sur la santé. Vous avez ici le lien, healthsanté.ca, ou en anglais, pour ceux qui sont plus à l'aise en anglais, c'est online health pour rien. Pourquoi ce site web? Que savons-nous? Quel est le contexte? Travaillons en sciences de l'information sur des projets, comment les gens utilisent les informations et quels sont les effets de ces informations. C'est un programme de recherche depuis 15 ans. L'Institut de recherche en santé du Canada, le Fonds de recherche en santé du Québec, les organisations publiques, les travaux de recherche, les résultats des multiples, nombreuses recherches suggèrent que les gens utilisent les informations sur la santé pour s'engager davantage dans leurs propres soins de santé, aussi pour discuter avec les professionnels de la santé et soutenir l'entourage. Alors tout le monde va chercher des informations sur la santé avant, pendant, après une consultation. En Amérique du Nord, on considère qu'à peu près 99% de la population adulte a accès à l'Internet et la première recherche d'informations les plus fréquentes concerne. Donc les principaux effets positifs des informations en ligne sur la santé, c'est une participation plus importante dans les soins de santé, c'est un engagement plus important dans la prise de décision, c'est une autonomisation plus importante déjà, et une amélioration des soins et de la santé. Il y a parfois des effets négatifs, par exemple, notamment la thèse de Will et Sharif dans notre équipe, où parfois il y a de chercher de l'information sur Internet, c'est Dr Google, ça augmente l'inquiétude et l'anxiété, on parle même parfois de cybercombat. Ça peut augmenter les tensions avec l'entourage, et parfois ça peut éviter, les gens évitent de consulter avec des professionnels, qui fait en sorte qu'un problème de santé éventuellement va être laissé de côté ou s'aggraver, ou alors traité à la maison de la manière adéquate. Alors maintenant, nous allons vous présenter tous les éléments, les 3 éléments principaux du site web. Je vais passer la parole à Vera. Donc, voici notre site web. En fait, ça fait assez longtemps, c'est depuis 2014 qu'on travaille sur le sujet de l'information sur la santé qu'on trouve sur Internet.
Et en fait, une des études qu'on a fait, on avait une étudiante à la maîtrise qui travaillait avec nous, Reem, qui a découvert, oui, on sait qu'il y a des aspects positifs, comme Pierre a mentionné, mais il y a aussi des aspects négatifs. Et en fait, le travail de Reem était vraiment de découvrir c'est où qu'on a des résultats négatifs qui sont liés au fait qu'on recherche de l'information sur la santé sur l'Internet. Et ce qu'elle a remarqué, en fait, en faisant des entretiens avec des gens, que c'est les 3 étapes que vous voyez ici. Donc, les gens trouvaient ça difficile de vraiment faire la recherche et il y avait des angoisses qui venaient avec ça. Il y avait aussi tout le côté de évaluation. Donc, vraiment, comment on peut évaluer et avoir un regard critique sur l'information qu'on trouve. Et il y a aussi des aspects négatifs ou des tensions qui sont liées à l'utilisation. Donc, par exemple, dans des entrevues, les gens ont dit que, ah oui, je trouve quelque chose sur Internet. Par la suite, je parle de ça avec les membres de ma famille et des fois, nous ne sommes pas d'accord, donc il y a des tensions. Ou aussi, les gens ont dit que, par exemple, on trouve quelque chose sur l'Internet, on arrive chez notre médecin, on dit, ah, j'ai découvert ça. Le médecin dit, ah, ça vient de l'Internet, je ne veux rien entendre. Donc, on a vraiment, Reem, en fait, a identifié ces 3 moments de tension. Donc, on a dit, parfait, on va on va répondre à ces tensions dans notre site web. Et en fait, on va organiser le site web avec ces 3 phases. Et aussi, juste pour vous donner un peu d'informations, que le site web a été co-développé avec des utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'on avait des groupes de discussion avec des personnes comme vous pour vraiment voir est-ce que ça a du sens, est-ce que ça répond aux besoins, est-ce que l'information est organisée d'une façon qui est claire et simple. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ces 3 parties. Donc, je vais commencer avec l'aide à la recherche. Ici, c'est vraiment l'introduction de comment chercher, où chercher. Et au début, on commence avec les principes de base. Donc, c'est quoi l'Internet? Et ça, souvent, dans mes discussions, je trouve qu'on peut utiliser ces termes d'une façon un peu interchangeable. Donc, on va dire, ah oui, j'ai trouvé ça, par exemple, comme Google m'a dit ça. Mais en fait, Google, c'est juste un moteur de recherche. C'est pas une source d'information. Donc, on a commencé à vraiment identifier les différents termes clés et les définir. Donc, Internet, c'est vraiment, on peut dire, c'est l'écosystème. C'est un grand réseau qui constitue des plus petits réseaux qui communiquent entre eux et c'est à travers le monde. Le web, ça, c'est vraiment, on peut dire, c'est plus précis. C'est une collection des sites et des pages web qui offrent de l'information. Et on accède les pages web et on les visionne à l'aide d'un navigateur web. Donc, site web, on peut les définir comme une collection de pages web qui sont liées entre elles et qui vont, en fait, c'est là où on trouve de l'information. Donc, par exemple, on donne ici Naître et Grandir, qui est un site web qui donne de l'information pour les parents sur le développement, le bien-être et la santé des enfants. Et donc, ça nous apporte au navigateur web, qui est vraiment l'outil avec lequel on accède à l'information contenue sur le web. Donc, les navigateurs web qu'on utilise souvent, il y a Internet Explorer, il y a Safari pour les Apple, les ordinateurs Apple, il y a Firefox et Google Chrome. Et comme vous voyez aussi, chaque fois qu'on pouvait trouver une vidéo tutoriel qui explique ça d'une façon simple et aussi exacte, on l'a inclus ici. Et par la suite, on va utiliser un moteur de recherche qui va nous aider en fait à trouver ce qu'on a besoin. Et donc ça peut être Google qui est un des plus, en fait le plus populaire. Il y a Bing, il y a
Yahoo, il y a des moteurs plus petits aussi. Et ce qu'on a essayé de faire avec le site web, c'est toujours ajouter des tutoriels vidéo parce qu'on reconnaît que souvent, c'est plus facile et plus agréable aussi à apprendre avec des vidéos. Donc, quand on a pu trouver une vidéo qui était accessible et aussi qu'on pensait était fiable, on a inclus dans le site web. Par la suite, on passe vraiment au conseil pour la recherche. Et ça, c'est, on peut dire, le domaine des bibliothécaires. Moi aussi, je suis formée comme bibliothécaire. Et c'est des petites astuces qu'on peut utiliser. Donc, et en fait, je pense souvent, on ne parle pas de ces astuces d'une façon plus élargie. Donc, c'est les opérateurs AND, or, donc et, or, ou et not, pas. Et ça, c'est les façons, en fait, de contrôler, si on peut, le volume de résultats que nous allons obtenir avec notre recherche. Donc, par exemple, si je cherche pour diabète et nutrition, je vais avoir des résultats qui incluent seulement ces deux termes ensemble. Donc, en fait, je vais avoir moins de résultats. Par contre, si je fais diabète ou nutrition, ça n'a pas de sens, démence ou Alzheimer, ça va me donner beaucoup plus de résultats parce qu'en fait, c'est un ou l'autre. Donc, dépendamment de vos besoins, de qu'est-ce que vous recherchez et aussi souvent de nos ressources, si on a beaucoup de temps à vraiment explorer un sujet ou on veut trouver quelque chose plus rapidement, on peut utiliser ces opérateurs boolean qui s'appellent. Et aussi, il y a l'autre qui est not. Donc, on peut se concentrer, par exemple, sur diabète, mais pas nutrition. Donc, c'est une autre façon de limiter le nombre de résultats qu'on va obtenir avec la recherche. Il y a aussi l'utilisation des guillemets. Donc, ça, par exemple, dans Google ou un autre moteur de recherche, on peut chercher pour une phrase entière. Donc, c'est aussi une autre façon de limiter le nombre de résultats et aussi, on espère, avoir des résultats plus précis, plus pertinents à ce qu'on cherche vraiment. Les autres choses, on peut chercher par différents formats. Par exemple, on peut chercher avec des images. Donc, je sais, quand on parle aux gens par rapport à l'information liée à la santé, souvent, on va regarder pour des images, par exemple, des problèmes dermatologiques ou quelque chose où on peut vraiment comparer. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on peut chercher sur Internet. Et ça, c'est un peu, on a essayé de tout couvrir. Et je réalise que certaines d'entre vous, probablement, vous connaissez déjà certaines fonctions, mais peut-être pas d'autres. Il y a aussi une façon de faire une recherche avancée. Donc ça, si on veut, au lieu de juste écrire quelque chose dans la boîte de Google, on peut rentrer dans un autre écran et donner plus de détails, en fait. Donc, on peut limiter notre recherche par le temps. Ça peut être intéressant si on cherche de l'information liée à la santé, par exemple, et c'est une condition spécifique, on veut avoir juste les informations les plus récentes. Donc, on peut restreindre qu'est-ce que Google va nous donner comme résultat. Et c'est ça, je passe un peu vite parce que vous pouvez toujours retourner au site web, lire, vraiment prendre votre temps, explorer, expérimenter et regarder les vidéos aussi. Pour Google aussi, qu'est-ce qui est important? Que, en fait, les résultats, dépendamment de qui fait la recherche, les résultats vont être différents. Donc, même si moi et Pierre, on va mettre exactement les mêmes mots-clés dans la boîte Google, on va avoir des différents résultats. Parce qu'en fait, les résultats que Google va nous donner est basé sur tout notre historique de recherche. Donc, en fait, Google collecte les données de qu'est-ce qu'on cherche, où nous sommes, et il va nous donner des résultats qui sont adaptés à ça.
par exemple, en fait, moi, j'utilise pas Google, j'utilise un autre moteur qui s'appelle DuckDuckGo, qui, en fait, ce moteur ne garde aucune information sur moi. Donc, par exemple, il faut toujours que j'ajoute que si je cherche quelque chose à Montréal, il faut que j'utilise Montréal parce que le moteur ne sait pas où je suis. Il va me donner, je ne sais pas, des restaurants dans une autre ville complètement. Donc, c'est pour ça, en fait, on trouve que c'est important de comprendre un peu comment Google marche et en fait, quels résultats il va nous donner pour aussi être plus critique par rapport aux résultats qui sortent. Et c'est un peu dans la même logique. Il y a quelque chose qu'on appelle position 0 et c'est en fait, c'est le résultat qui va apparaître, ah oui, je peux agrandir l'image, en haut, juste après avoir fait votre recherche. Et ça, c'est des fois, ça va être une bonne réponse. Donc, par exemple, ici, on a fait un exemple avec cholestérol et la réponse qui était suggérée comme la meilleure par Google vient de Medline Plus, qui est une source d'information en santé fiable. Mais souvent, c'est pas le cas. Donc, c'est une autre chose qu'il faut garder en tête que même si c'est en haut de votre page, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur résultat ou le résultat le plus fiable pour vous. Il y a aussi la question de publicité. Donc, quand on va vers un site web, normalement, on va voir, par exemple, un petit image comme ça qui dit ad ou sponsored. Et ça, c'est vraiment pour nous signaler que c'est un contenu où il y a un conflit d'intérêt potentiel. L'autre chose qu'on trouve, surtout à Montréal, c'est l'idée que Google et d'autres outils comme Depop peuvent nous aider à traduire l'information. Donc, par exemple, si on trouve quelque chose en anglais ou dans une autre langue, on peut mettre dans un de ces outils et on va avoir une traduction tout de suite. Des fois, c'est pas parfait, mais c'est quand même un bon début. C'est bon. Donc, nous sommes rendus à la fin de cette section. Et maintenant, on va passer à l'aide à l'évaluation, qui est vraiment, je dirais vraiment important et surtout pertinent maintenant, quand on a énormément d'informations qui viennent de toutes sortes de sources. Et en fait, la façon qu'on a abordé cette section, qu'est-ce qu'on propose à vous comme une façon simple à vraiment questionner l'information que vous trouvez sur l'Internet, c'est penser à cette question des journalistes. Donc, qui, quoi, où, pourquoi, quand, et on va vous donner aussi plus d'informations. Mais ça, c'est les grandes questions. Donc, premièrement, qui est l'auteur, qui est l'auteur du site web, qui gère le site web. Donc, en général, il y a une section à propos de nous où il devrait avoir de l'information quelque part qui vous indique c'est qui est en arrière de ça. Et par la suite, vous pouvez juger si c'est une source qui est fiable ou plus probable que cette source est fiable ou non. Donc, par exemple, les sites des gouvernements, des organismes à but non lucratif, comme les associations des patients, il y a aussi des hôpitaux, des universités, il y a toutes sortes de sources. Donc, dans ça, il y a un indice qu'on peut utiliser, mais ça ne marche pas tout le temps, malheureusement. .gov, ça va être un site gouvernemental, c'est sûr, donc on peut faire confiance. Par contre, les sites de université vont souvent avoir .edu, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des sites qui ont des intérêts commerciaux, mais qui vont finir. Donc, ça, c'est la terminaison, en fait, de l'adresse URL que vous voyez en haut de votre écran. Il y a aussi .org, .com, qui sont les plus communs, en fait, ne sont pas nécessairement fiables. Et il y a des adresses qui vont terminer par .ca. Et il s'agit seulement que ce site est relié au Canada. Donc, c'est pas qu'on peut faire confiance ou non, c'est vraiment une localisation.
Donc, ce qu'on suggère, c'est de consulter des sites qui sont publiés par les gouvernements ou les organismes fiables liés à la santé, comme des hôpitaux, les universités et les bibliothèques. Et aussi, mais vraiment comme toujours vous questionner, c'est qui sont les auteurs? Est-ce qu'ils travaillent pour des institutions reconnues? Et en fait, si on peut vérifier que c'est vraiment le cas, est-ce que c'est les gens qui sont des experts ou non? Et évidemment, être plus prudent quand les sites web n'expliquent pas ou ne mentionnent pas clairement c'est qui les auteurs, c'est quoi leur affiliation et qu'on ne peut pas les contacter. Donc ça, je dirais, c'est comme un drapeau rouge. C'est pas nécessairement que ce site n'est pas fiable, mais c'est un drapeau rouge. Donc si on passe au quoi, c'est vraiment quelle information est présentée. Est-ce que c'est des données de recherche? Est-ce que c'est une opinion? Et en fait, on veut pas dire nécessairement que les opinions sont mauvaises, mais c'est juste important de distinguer, de savoir qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on vous suggère? Souvent, de comparer les informations qui viennent de différents sites web. Et pour ça, la meilleure pratique, c'est vraiment comparer les informations qui viennent des sites web différentes. Donc ça, c'est idéal. Si vous avez plusieurs sources différentes, mais il y a un accord, en fait, entre les informations qui viennent, c'est bien. Donc, ce qu'on suggère, c'est regarder pour les informations liées à la santé qui sont basées sur des données issues de la recherche ou de la formation ou de l'expérience professionnelle. On vous suggère d'être plus prudent aux sites web qui vont faire promouvoir des traitements naturels, miraculeux. En fait, ça souvent, j'ai dit que si il y a promotion de quelque chose avec une garantie et certitude, pour moi, c'est déjà un drapeau rouge. Et finalement, c'est ça, faire attention aux déclarations comme tout le monde devrait prendre ça, c'est toujours efficace. Les plusieurs points exclamation. On suggère d'être plus prudent avec de l'information qui vient des sites comme ça. Ou, donc ça c'est oui, d'où l'information provient-elle? Est-ce que c'est par exemple, c'est approuvé par un organisme qui est lié à la santé ou non? Si oui, c'est généralement fiable. Et le site web aussi, surtout pour la santé, je cherche toujours de l'information sur le processus éditorial de ce site. Donc, par exemple, comment on choisit quelle information on va ajouter? Est-ce qu'il y a des réviseurs, des éditeurs? En fait, les sites web qui sont fiables, en fait, ils sont fiers normalement de leur processus éditorial. Donc, c'est pas difficile de le trouver. Ils sont fiers d'être transparents par rapport à ça. Donc, c'est ça. On suggère de repérer les références qui sont liées aux études publiées dans des revues scientifiques. Et c'est ça, toujours consulter la section à propos de nous ou About Us en anglais pour mieux comprendre d'où ça vient. Faire attention si l'information est basée seulement sur une étude. Donc, ça, c'est quelque chose, je dirais, surtout pertinent maintenant dans notre contexte lié à la COVID-19, que si c'est des résultats d'une étude, on suggère faire attention parce que ça vient de seulement une étude. Lorsque les auteurs aussi ne donnent pas de référence. Donc, par exemple, s'ils expliquent, je ne sais pas, il y a des explications, peut-être même des promesses, des résultats de recherche, mais il n'y a pas de référence, donc vous ne pouvez pas aller vérifier si c'est véritablement ça et d'où ça vient. On suggère d'être plus prudent et aussi, comme je disais, que si les sites web ne décrivent pas comment les informations sont sélectionnées et validées. Et en fait, les sites qui sont fiables, c'est assez facile de trouver cette information. Donc, le pourquoi, c'est aussi
bien de se demander pourquoi cette information est là. C'est quoi l'intention de l'auteur? Donc, est-ce que c'est pour nous informer? Est-ce que c'est pour vendre quelque chose? Souvent aussi, je dirais surtout dans notre contexte actuel, ça peut être aussi pour nous choquer, pour mettre les gens en colère. Donc, c'est vraiment se demander l'intention de l'auteur et prendre un petit moment de pleine conscience, on peut dire, pour voir qu'est-ce que nous, on ressent. Est-ce que je viens de lire quelque chose et là, je suis vraiment énervée? Peut-être le but était de m'énerver et moins de m'informer. Donc, repérer l'information portant sur la santé qui est claire et facile à comprendre, ça c'est important aussi. Si c'est juste plein de jargon et des termes qui ont l'air scientifiques, ça ne veut pas dire que c'est fiable. Aussi, regardez qui finance ce site web. Donc, par exemple, si c'est un site web qui essaie de promouvoir un traitement magique, peut-être aussi ils ont l'intérêt de me le vendre. Donc, on fait attention si le site recommande un médicament, une intervention spécifique qui est aussi publicisée sur le site web. C'est un conflit d'intérêt. Et aussi, si on vous demande d'acheter quelque chose, de donner votre information personnelle, on fait vraiment attention à ça et on partage, en fait, notre recommandation, c'est de ne pas partager vos informations personnelles si on ne sait pas exactement comment elle va être utilisée et par qui. Mais oui, être vraiment prudent avec ça. Le quand, c'est en fait, c'est assez simple. C'est vraiment de voir quand l'information a été ajoutée au site, c'est quand la dernière mise à jour de ce site web. Et normalement, on peut voir ça assez facilement, surtout, je dirais, lié à les informations pour la santé. C'est important parce que souvent, on veut avoir les informations les plus récentes parce que les choses bougent pas mal et on ne veut pas avoir quelque chose d'il y a 2 ans ou 5 ans. Et oui, comme vous savez, avec la COVID, ça change tout le temps. Donc, on veut avoir les plus récentes informations. Et aussi, ça peut être un autre drapeau rouge pour vous, que si vous avez trouvé un site web, mais on voit qu'il n'est pas mis à jour régulièrement, que les informations ont été ajoutées en 2018. Donc, peut-être on fait plus attention. Et ce n'est pas le site auquel vous devrez faire confiance. Donc, on repère toujours à quel moment l'information était écrite ou publiée ou révisée. Donc, ça peut être aussi que, oui, on fait référence à une étude, mais cette étude était publiée en 2005. Peut-être nos connaissances scientifiques liées à ce traitement, par exemple, ont évolué depuis 2005. Et on regarde pour la date de mise à jour du site web. Ça nous indique en fait si les auteurs, à quelle fréquence et comment ils prennent soin de leur site et des informations dedans. Un autre petit drapeau rouge peut être si les liens, par exemple, un site web lié à la santé, va avoir des liens vers d'autres ressources et ces liens ne fonctionnent pas. Ça peut être une autre indication que peut-être ce site web n'est pas vraiment à jour. Donc, pour connaître plus, c'est ça, on voulait vous introduire rapidement. Il y a quelque chose qui s'appelle certification HON ou HON Code. HON, c'est en fait l'acronyme, c'est Health on the Net. Et c'est un organisme gouvernemental sans but lucratif et ils ont développé une certification. Donc, c'est un peu, si on veut éviter de faire le travail de qui, quoi, où, pourquoi, quand, on n'a pas le temps, si on voit cet emblème qui a l'air de ça sur un site web, ça veut dire que ce site web a
présenter tout leur contenu, leur processus éditorial à cette fondation et étaient certifiés comme fiables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais j'avoue, souvent, on ne va pas le trouver. C'est pour ça qu'on trouve ça important, en fait, de vous apprendre et partager les autres questions critiques, comme qui, quoi, où, pourquoi et quand. On a ajouté aussi d'autres liens si vous voulez aller plus loin. Donc, par exemple, on sait, quand on parle de la littératie en santé, c'est aussi lié à la littératie scientifique ou vulgarisation scientifique. Donc, par exemple, si on dit quelque chose sur une maladie X, ça devrait être alimenté par des travaux de recherche. Donc, PubMed, malheureusement, c'est en anglais seulement, mais c'est une base de données gratuite où vous pouvez lire des résumés des articles médicaux. On ne peut pas toujours avoir accès à l'article complet, mais on peut quand même lire les résumés. Google Scholar, c'est un moteur de recherche qui est spécifique aux publications scientifiques. Donc ça, c'est par exemple si on veut aller plus loin ou comprendre mieux une maladie, une condition, c'est des ressources qu'on peut consulter. Comprendre la recherche, c'est un site web qui explique les grands concepts de la recherche en santé. Donc, vraiment nous aide à comprendre c'est quoi l'éthique, comment on fait des recherches, c'est quoi une revue de la littérature ou les différentes méthodes. Si on veut apprendre même plus, il y a aussi d'explications du jargon. Et ça, c'est vraiment, c'est une glossaire qui explique les différents termes qui sont utilisés en recherche en santé et c'est publié par les instituts de recherche en santé du Canada. Et comme on veut toujours spécifier que, comme c'est sûr qu'on trouve que c'est important, il y a de la valeur à être informé, comme Pierre a expliqué au début, il y a des effets positifs, mais l'information qu'on trouve sur Internet et aussi sur notre site web, ça ne remplace pas les conseils d'un ou une professionnelle de la santé. Et si on a des besoins spécifiques, on suggère de consulter un médecin ou un autre professionnel. Merci. Donc là, je passe la parole à toi pour l'utilisation. Oui, merci Vera. À la fin du processus, finalement, l'étape clé, c'est d'utiliser l'information. Alors, d'utiliser l'information en santé, bon, c'est sûr, vous êtes plus informé et plus on se sent plus en contrôle. Il y a, dans cette page ici, vous reviendrez, vous verrez des principes de base, de comment discuter cette information avec les professionnels et puis aussi des petites astuces pour un peu plus d'aide. Mais grosso modo, les principes de base, c'est des astuces pour conserver l'information qui vous paraît pertinente et pour partager l'information qui vous semble pertinente. Alors, on vous donne quelques petits trucs pour conserver l'information, en cliquant sur les étoiles, etc. Et puis, si tu descends un peu, Vera, on vous donne ensuite des petits trucs pour partager l'information, en opérant le bouton partage, en copiant l'hyperlien, etc. Quand vous avez des doutes, quand vous avez des symptômes en particulier, ou quand vous êtes en situation de grande émotion, quand on cherche particulièrement l'information sur ses enfants, pour ses enfants. Quand il y a des symptômes, quand il y a des doutes, n'hésitez pas à appeler, consulter un professionnel ou à appeler la ligne 8. Ensuite, pour discuter avec le professionnel de la santé, je pense que c'est important cette section parce que au Canada, en tout cas, à peu près la moitié des gens préfèrent ne pas en parler de ce qu'ils ont trouvé sur Internet, avec par exemple leur médecin ou avec une infirmière. Ils ont peur de se faire juger ou ils ont pas confiance dans l'information qui est fournie. Il faut toujours imaginer que, en fait, que l'information du point de vue du professionnel soit pertinente ou pas, ça donne au professionnel, ça lui donne un signe, ça lui montre où vous en êtes. Donc c'est important, il va partir de là, et si vous en êtes, il va pouvoir déconstruire ou reconstruire à partir de ça. Il y a on vous offre plusieurs outils pour discuter l'information de santé avec les professionnels. La petite liste de l'hôpital Montréal pour enfants est très simple.
préparer vos questions, aborder les questions, répéter ce qu'on vous dit, reformuler, comme ça donne l'occasion professionnelle de clarifier. Un rendez-vous, vous voyez, je suis assis sur une chaise à 0 gravité parce que j'ai une chirurgie digestive. Donc là, je prépare mon rendez-vous avec un chirurgien vendredi, et ça y est, j'ai commencé à faire ma petite liste dans mon agenda. Alors là, ensuite, si tu descends en dessous, Discutons Santé, c'est vraiment un site très complet, c'est un site de la Cité de la Santé à Laval, donc de l'Université de Montréal, avec Marie-Thérèse Lucier et Claude Richard, qui sont spécialistes en communication, et qui vous donnent vraiment des choses extrêmement concrètes, beaucoup d'aides extrêmement concrètes et très complètes sur comment discuter d'un sujet de santé avec les professionnels. Finalement, il y a le guide de santé pratique, qui est aussi il est très simple, et puis aussi on descend un petit peu. Et choisir avec soin. Choisir avec soin est intéressant parce que c'est au niveau de l'Association médicale canadienne qui, parmi toutes les recommandations dans différentes disciplines, suggère fait des recommandations pour utiliser les soins de manière adéquate. Pas trop de soins. Et pas de soins non plus, mais juste ce qu'il faut à peu près de soins. Alors vous allez voir, c'est intéressant à consulter, dépendamment, c'est bien classé. Dépendamment de ce que vous avez, vous allez trouver facilement des ressources ici. Plus d'aide. Écoutez, c'est très simple. Ici, c'est au Québec, en tout cas, c'est d'utiliser, d'aller consulter le CLSC, dans la clinique, etc. quand vous pouvez, mais on sait qu'en ce moment, c'est plus compliqué. Tout un tas de raisons. Le 8-1, sachez que le 8-1 est aussi, c'est 8-1 social et 8-1 santé. Donc, si vous avez inquiet, des symptômes ou un problème, santé ou social, n'hésitez pas à appeler le 8-1 et n'hésitez pas à parler avec l'infirmière ou le travailleur social des informations que vous avez trouvées sur Internet parce qu'encore une fois, ça va leur dire où vous en êtes. On verra si tu veux présenter un petit peu, pour conclure un petit peu des petites sélections de sites web que nous avons. C'est bon. Donc, c'est ça un peu, on peut dire, la métaphore qu'on a utilisée pour le site web, c'est vraiment outiller et apprendre comment faire la pêche au lieu de juste donner le poisson, mais on donne quand même un peu de poisson. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ici? C'est répertorier les sites web qu'on connaît, qui étaient, en fait, cette page était co-construite avec des bibliothécaires en santé. Donc, ça, c'est des sources de l'information sur la santé qui sont fiables. Et ils sont organisés par type. Donc, il y a information générale, sujet spécifique. Donc, par exemple, diabète pour les enfants, santé des hommes, naître et grandir. Il y a aussi, on vous offre des sites. Oh, en fait, c'est vrai, ça c'est malheureusement, il n'y a pas, on ne pouvait pas trouver des glossaires qui viennent des sources fiables qui sont en français, qui expliquent les différents termes médicaux. Donc ici, nous sommes toujours en train de faire de la recherche pour des nouvelles ressources, mais pour l'instant, ce qui existe, c'est en anglais. Et il y a aussi d'autres ressources. Donc, parce que les autres bibliothèques, soit universitaires ou des hôpitaux, ont aussi préparé leur liste ou leur inventaire, on peut dire, des sites fiables. Donc, on vous dirige vers leur site aussi. Pour la suite, c'est ça, en fait, le travail sur ce site a commencé il y a longtemps. Et puis, avec la COVID-19, on a vu que c'est en fait même plus pertinent et plus important maintenant. Donc, on a ajouté une page qui est sur la COVID-19. Ici, on vous propose, encore une fois, des sources sur l'information générale, donc où ça vient du gouvernement du Canada. Il y a aussi une ressource vraiment bien faite de l'hôpital Sainte-Justine. C'est ça, c'est les différents sites aussi, des informations multilingues sur le coronavirus. On a une partie mythe parce qu'on fait qu'il y a beaucoup de mauvaises informations, en fait, qui circulent liées
à la COVID. Donc, on vous suggère des sites web que nous, on trouve sont vraiment bien faits, qui expliquent l'information, vulgarisent l'information et en même temps aussi expliquent pourquoi les mythes sont des mythes. Et finalement, on vous suggère des sites web qui expliquent un peu la recherche. Donc, comme j'ai expliqué avant, c'est des fois, si on a l'intérêt, c'est bien de comprendre sur quoi les informations sont basées et surtout avec la COVID-19 qu'il y a énormément de l'information. En fait, c'est ça, je dis souvent que nous sommes tous exposés à plus de données et de la science qu'on imaginait. Donc, ça, c'est des ressources que vous pouvez consulter. Il y a aussi, ça peut être intéressant de savoir que les publications scientifiques lesquelles sont normalement publiées dans des revues scientifiques très chères, en fait, que c'est souvent, ça va être les universités, les bibliothèques universitaires ou des hôpitaux qui vont payer pour ces revues scientifiques. Les études liées à la COVID-19 sont disponibles gratuitement à tout le monde. Donc, en fait, si on veut, on peut dire comme gratter plus loin, plus en profondeur, si on veut mieux comprendre sur quoi un article dans un journal ou les nouvelles qu'on entend à la radio, on peut en fait maintenant vraiment trouver la source ou l'article sur lequel les informations sont basées. Et puis, la dernière partie, c'est les tutoriels. Donc ici, c'est ça, en fait, on l'a organisé de la même façon, recherche, évaluation, utilisation, et on a essayé de trouver des vidéos qui expliquent en fait le même contenu qui est sur les différentes pages et le contenu qu'on vient de vous montrer rapidement. Ici, c'est représenté en vidéo. Parfait. Alors, en conclusion, dans chaque petite page, dans chaque page du site L, il y a en bas quelques questions d'évaluation. Donc, quand vous reviendrez sur le site et que vous voulez un petit peu circuler dedans, n'hésitez pas à remplir ce petit répondre à ces 3 questions. Ça va nous donner des indications, des pages à retravailler. Alors, pour le futur, ce qu'on va développer, c'est à terme, alors à un peu plus long terme, ça prend un peu plus de financement, ce serait une version sur le téléphone intelligent, puisqu'on sait que, évidemment, en particulier pour les populations qui sont en situation de vulnérabilité, le lien avec le monde maintenant passe avec le téléphone intelligent. On va travailler des podcasts aussi pour faciliter la lecture et le déplacement à travers les pages. Et finalement, un format plus vidéo, plus attractif et plus standardisé de présentation. Donc voilà, là, ce serait, on pourrait regarder vos questions et ça me ferait plaisir de répondre. Merci. Merci beaucoup, Pierre Rivera. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que patients, patientes, pour avoir accès aux recherches trouvées sur PubMed et pas juste les résumés? Ben, moi, je peux répondre juste pour si vous connaissez. Alors, pour tout ce qui touche la littérature et la littératie, peut-être pas tout seul. Il faut toujours penser qu'on n'est pas dans un vacuum, on a un entourage, on connaît des gens autour de nous. Donc, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre entourage qui ait un accès à des bibliothèques d'université. Et à ce moment-là, je pense qu'il devrait y avoir aucune difficulté pour avoir l'article complet. Après, maintenant, peut-être verra des petites astuces de documentaliste. C'est ça, en fait tout on peut dire l'écosystème des publications scientifiques, c'est complexe. Et il y a aussi, malheureusement, il y a une question de coût et que, en anglais, on appelle un paywall, que malheureusement, souvent, les résultats de recherche vont être publiés dans les revues qui ne sont pas ouvertes. Il y a tout un mouvement pour accès ouvert et sciences ouvertes sur lesquels les bibliothécaires et beaucoup
des gens dans le milieu scientifique travaillent pour ouvrir l'accès le plus possible. Donc, présentement, il y a des revues scientifiques qui ont un accès ouvert. Donc, ça peut arriver que l'article que vous recherchez est en fait publié dans une revue qui est ouverte. Donc, on peut accéder à la version plain text, la version intégrale. Il y a aussi, en fait, je ne sais pas exactement si c'est tous les hôpitaux, mais certains, peut-être en fait Kendra peut me corriger, mais la plupart des hôpitaux vont avoir une bibliothèque. Donc, on peut toujours aller à la bibliothèque dans un hôpital et demander de l'aide. Et il me semble aussi que la grande bibliothèque a, comme en fait, paye pour certaines bases de données. Tout à fait. Donc, il y a certaines bases de données auxquelles vous pouvez accéder à la grande bibliothèque. Donc, il suffit d'être abonné à la grande bibliothèque, ce que tous les Québécois et Québécoises peuvent faire. De plus, comme ce que disait Vera pour les bibliothèques aux hôpitaux, il en existe également. Tous n'accueillent pas les patients, mais vous pouvez vous renseigner auprès de votre hôpital. Mais sans quoi, venez nous voir à la grande bibliothèque, même si vous êtes loin de Montréal, il y a des ressources à distance, des ressources numériques, etc. Je voudrais préciser qu'en dernier recours, bon, perdez pas trop de temps à chercher un article, mais vous allez vite trouver une source. Normalement, au Canada, un article financé par des organismes publics doit être mis sur un dépôt en ligne ouvert au bout d'un an. Donc, si la date de publication est, par exemple, en novembre 2020, octobre 2019 ou avant, cet article, s'il est d'origine canadienne, devrait être accessible en ligne. Finalement, dans le résumé, vous avez toujours le nom de premier auteur et souvent son courriel. Alors, n'hésitez pas, écrivez-le. Vous savez, les gens sont contents, les auteurs sont contents qu'on s'intéresse à eux. Ah, enfin, quelqu'un qui va me lire. Et vous feront parvenir ce qu'on appelle un reprint ou une copie électronique. Un usager s'interroge sur comment est-ce qu'on fait pour comprendre les termes techniques qui sont indiqués, par exemple, sur des analyses de sang, parce qu'il y en a beaucoup, etc. Comment faire pour comprendre les termes très techniques qui sont sur des résultats médicaux? Et puis d'autant plus que souvent, c'est des abréviations qui sont proposées. Alors, il y a de manière très simple, dans les moteurs de recherche, vous demandez que veut dire, et là vous tapez l'abréviation avec un point d'interrogation, et souvent vous allez avoir une liste de suggestions de ce que ça veut dire, et vite vous rendre compte, vite voir laquelle est celle qui est correcte, qui correspond à l'examen de laboratoire. Ça devrait faire partie, ce genre de questions, de la consultation que vous avez avec votre professionnel. Parce que si vous avez un examen de laboratoire, c'est que quelqu'un l'a prescrit. Si quelqu'un l'a prescrit, il devrait vous en donner les résultats. Ou si tout est normal, bon, évidemment, tout est normal. Pensez à la prochaine, ça fait partie de votre liste de questions. Voilà, qu'est-ce que ce résultat est là? Est-ce qu'il est, parfois, par exemple, j'ai eu des résultats qui étaient pas tout à fait normaux, mais non, c'est correct. Oui, c'est pas normal, mais on va l'ignorer. C'est important, cette discussion à avoir. Et si tous les résultats sont normaux, que vous n'allez pas voir votre médecin ou infirmière pendant longtemps, il y a le pharmacien. Au coin de la rue, vous avez le pharmacien qui est là et qui, en tout cas, moi, je trouve toujours très sympathique et qui sera un plaisir certainement de vous dire, ah oui, ça veut dire ça veut dire ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. L'Internet, le professionnel avec qui vous consultez, et puis pensez toujours que les pharmaciens sont là aussi pour vous aider. Si on veut encore faire la recherche sur Google, par exemple, pour trouver ces termes-là qu'on trouve sur l'analyse sanguine, sur les radios, sur tout ça, est-ce qu'il y a des ressources plus fiables? Je pense pour ça, en fait, ce qu'on va trouver, ça va probablement être fiable, je dirais, parce que c'est pas, en fait, si c'est plus des définitions, c'est pas très controversial, mais je dirais toujours c'est bien de corroborer. Donc, comparer vos résultats. Si vous n'êtes pas sûr, en fait, essayez d'appliquer les questions critiques qu'on a décrites pour voir si cette source est fiable ou les chances sont plus hautes
qu'elle est fiable. Et si vous êtes vraiment pas sûr, comparez des différentes sources. C'est ça, comme je parle souvent de triangle. Donc, comparez au moins 3 sources. Les définitions sont standardisées. Par contre, les résultats peuvent dépendre, les normes de résultats peuvent dépendre d'un laboratoire à un autre, d'une technique à une autre. Donc, il est toujours important là, de ne pas faire confiance à Internet de tout ce qui est écrit sur la feuille de résultats produite par le laboratoire lui-même. Voilà. Mais la définition du terme, elle, peut être trouvée sur Merci. Un autre usager vous demande si est-ce qu'il est possible de trouver ce site web sur Internet par la recherche Google avec l'acronyme L. Donc l'acronyme qu'il faut utiliser, comment on fait pour chercher et trouver ce site web? Je tape toujours Santé Info ou Health Santé Info, mais c'est vrai que c'est une excellente question. On devrait payer Google pour qu'elle monte dans le... Là, on entre dans les aspects commerciaux de Google. Mais... Je vais faire le test, en fait, tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'aurez fait, plusieurs fois vous-même, à partir d'un ordinateur, là, Google va savoir que quand vous tapez elle, vous cherchez ceci. Donc, il y a aussi cet aspect, on verra parler tout à l'heure, que chaque recherche, en fait, est individuelle aussi. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Mais plus simplement, cliquez sur l'étoile pour le mettre en favori. Souvenez-vous des astuces pour vous souvenir et conserver l'information. Il y a plusieurs petites astuces comme ça. Et comme ça, vous le retrouverez très facilement et très rapidement quand vous en avez besoin. Par exemple, vous l'envoyez par courriel. Moi, je me l'envoie sur mon téléphone cellulaire, le lien. Comme ça, je sais que je m'en l'envoie moi-même. Je sais que si je cherche un lien, je l'ai là. Et chacun a ses petits trucs. On a une dernière question et je pense qu'on va terminer sur celui-là. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir notre dossier médical, comme le DSQ, où on peut voir toutes nos informations médicales, examens passés, résumer les hospitalisations, etc. Est-ce que c'est possible au Québec? Oui, absolument. C'est le dossier Santé Québec. Je vous encourage d'ailleurs à vous enregistrer. Alors, il n'y aura pas toutes les informations qui s'entendent, mais les laboratoires, oui. Tout ce qui est radiologie, tout ce qui est examen de laboratoire, oui. Par contre, vous ne verrez pas les notes cliniques, vous ne verrez pas, il y a plusieurs choses. Ça, c'est simplement un problème d'interconnexion entre les différents systèmes d'information des différentes cliniques et des différents hôpitaux. Mais au niveau des résultats de laboratoire, au niveau des examens laboratoires, des conclusions des examens de radiologie, ça oui, vous l'avez. Donc c'est gratuit. Enregistrez-vous sur votre dossier et y accédez à votre dossier. Il y a un petit temps de latence entre le moment où, par exemple, la prise de sang, mettons, est faite et le résultat apparaît dans le dossier Santé Québec. Il y a un certain temps de latence. Sinon, ils sont tous là. Puis ça permet aussi d'avoir l'historique de ce que vous avez. Bon, je pense qu'on a recueilli toutes les questions. Je voulais remercier Dr. Pierre Puy et Vera Granikoff de leur présentation et d'avoir participé à ce lancement des rendez-vous numériques à BNQ. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est très agréable. Merci pour l'invitation. Merci à la bibliothèque. Merci.